Nous sommes au début du XIVe siècle et l'époque est loin d'être rose. Les récoltes sont mauvaises et la population est gagnée par la famine. L'argent devient rare et les foires, longtemps florissantes, n'attirent plus le commerçant endetté. Tout comme au IXe siècle, lors des invasions barbares, la population affaiblie est à la merci d'une agression extérieure. Elle va venir de Crimée en 1347, mais se présente sous une forme imprévue. La peste noire que transmettent les rats déferle sur l'Europe, anéantit 200 000 villages et tue 40 millions d'individus sur son passage, dont un tiers de la population de la France et de l'Angleterre. Des hordes de pénitents traversent les villes en se flagellant afin d'apaiser la colère divine. La civilisation souffre désespérément de l'inculture généralisée et entretenue par les dirigeants. Les livres sont rares du fait qu'ils sont écrits à la main par des scribes attentionnés et seuls quelques privilégiés accèdent à la culture. Lorsqu'en 1349, le drame de la peste noire prend fin, une véritable folie de plaisir s'empare des survivants. L'Europe se transforme en une gigantesque fête où les survivants dépensent avec liesse l'argent dont ils ont hérité. Bourgeois et paysans s'habillent de costumes extravagants. Et comme les vêtements ne tardent pas à passer de mode, on s'en débarrasse sans aucune considération. Une nouvelle profession naît, celle du chiffonnier qui ramasse les linges ainsi jetés. Une fois découpés en morceaux, les lambeaux sont récupérés par les papetiers qui les transforment en papier. Cette substance devient très bon marché et les éditeurs proposent de l'utiliser en remplacement du parchemin pour réaliser les livres. Le vieux continent est prêt pour une révolution sans précédent. Nous sommes en 1450. Depuis des millénaires, les Chinois produisent des livres à partir de blocs sur lesquels les caractères ont été gravés en relief. Johannes Gutenberg, un orfèvre allemand, a l'idée de rationaliser la constitution de tels poinçons. En versant un alliage de plomb fondu dans un moule, il obtient des lettres prêtes pour l'impression. Gutenberg peut ainsi créer de façon illimitée des caractères qui ont toujours le même aspect. À partir de ces lettres, que l'on peut imprimer sur le papier de chiffon, il est possible de produire un livre en plusieurs exemplaires. Les villes voient apparaître des échoppes de libraires. Toute personne sachant lire peut désormais chercher à s'instruire. Pourtant, il reste à rendre cet objet de diffusion de la connaissance accessible à tous. Faisons un détour vers Venise. La cité abrite les plus grandes fortunes d'Europe. Hommes d'affaires, marchands et diplomates. Elle jouit d'une situation unique d'indépendance envers Rome. En 1453, Venise accueille de nombreux réfugiés grecs qui ont fui Constantinople après l'invasion turque. Un éditeur vénitien, Aldus Manutius, l'inventeur du caractère italique, embauche ces réfugiés afin qu'ils écrivent des ouvrages. Comme on peut s'y attendre, les réfugiés grecs s'épanchent sur leur sujet de prédilection, la culture grecque antique et les techniques en usage dans cette civilisation. L'apparition des ouvrages publiés par Manutius démocratise l'accès aux livres. Elle fait également naître un intérêt généralisé pour l'Antiquité et les valeurs qu'elle exaltait: beauté, gloire, splendeur. Architectes, savants et écrivains commencent à s'inspirer d'un modèle que l'histoire avait temporairement oublié. Par chance, l'époque compte 4 génies majeurs.
Léonard de Vinci, Raphaël, Michel-Ange et Titien. Ces artistes donnent libre cours à leur inspiration esthétique. L'Italie se distingue par une fécondité artistique que l'on n'a pas retrouvée jusqu'alors. Nous voici à l'année 1500. L'histoire de l'éducation a bien changé. 20 millions de livres sont désormais en circulation. Ils ouvrent la voie à la connaissance pour tous. Il manque juste un élément essentiel, une méthode d'apprentissage accessible à tous.